Voilà donc deuxième table ronde avec de nos invités dans un instant. Donc l'avenir du moteur thermique qui reste malgré tout un symbole du XXe siècle qui a quelque part révolutionné nos modes de vie quotidiens semble incertain aujourd'hui. Certains annoncent sa disparition imminente, en particulier dans l'automobile, et d'autres affirment qu'il a encore un rôle à jouer. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on va le voir dans un instant, l'histoire du moteur thermique n'est pas encore complètement écrite, mais un nouveau chapitre est indéniablement donc en train de s'ouvrir. Je vous propose en tout cas d'échanger avec nos prochains invités. Et je vais demander à Stefano Fedel, exécutif vice-président Head of Sales and Marketing de Scania, de venir nous rejoindre, et Stéphane Espinas, président d'Iveco France. Installez-vous, merci en tout cas. Thank you. On va vous retrouver dans un instant. Alors pour commencer cette nouvelle table ronde, je vous propose de retrouver Harald Seidel. Harald Seidel devait être avec nous aujourd'hui, mais a été retenu par une obligation professionnelle. Il a tenu à s'exprimer vraiment lors de ces rencontres de la filière en tant que président donc, de DAF Trucks et président du Conseil des véhicules utilitaires de la CEA. Je vous propose de le retrouver donc à travers une intervention vidéo qu'on a enregistrée il y a quelques jours. Il aborde l'avenir du moteur thermique, l'industrie du poids lourd. Doit-elle constituer, en tout cas continuer avec ou sans thermique? Il s'exprime également sur l'électrique, le mix énergétique. Et il revient enfin donc, sur une activité sur la révision de la direction poids lourd, enfin poids et dimension, pardon, sur laquelle la CEA s'est positionnée il y a quelques jours de cela. Je vous propose de retrouver Harald Seidel. We believe that the combustion engine has a clean future when you fuel it with hydrogen or when you fuel it with biofuels or in the future e-fuels. We always say don't throw away old shoes until you have new one. And we have old shoes, good shoes with a proven technology. So let's make use of that to the maximum extent in Europe. Well, what we think is there's no one-size-fits-all solution for decarbonizing road transport. There are so many applications. Long haul is extremely different than city distribution. City distribution may probably become electric. For long-haul applications, hydrogen or clean diesel or hybrid may be good solutions. For selling electric trucks, the truck itself is not the bottleneck. We, DAF, but all the OEMs, have a wide range of zero-emission battery electric trucks in their program. The pacing item will be the enabling conditions, as we call it, the availability of charging infrastructure, green energy, and connection to the electricity network. That's the things that Europe should focus on now, because we are only one piece of the puzzle as OEMs. We need all the players, including energy companies, fuel companies, but also the national and the EU government, to support that full energy transition. As part of ASEA, which is the European Automotive Association, we asked for a change in the weights and dimensions regulation. Why is that? Because battery electric trucks are heavier and require, let's say, also different weights and dimensions regulation to make that energy transition possible. It's just one example on how regulations need to be harmonized and supporting decarbonization, and this is one of them. Harald Seidel, donc président de DAF Trucks et président du Conseil des véhicules utilitaires de l'ACEA. Stefano Fedel, bonjour. Merci en tout cas d'être venu aujourd'hui ici pour les rencontres de la filière à Lyon, donc en France. Alors Scania, on sait, a toujours proposé une gamme très large de solutions alternatives, déjà depuis quelques années, probablement l'une des plus importantes, allant des biocarburants au gaz, en passant par l'électrique. Vous restez donc dans ce mix énergétique avec ou sans moteur thermique, Stefano? Yes, first of all, it's a pleasure to be here. We have invested a lot during the past years to electrify our offer. And today we are roughly 25% of the solution for our customer can be bought on electrical driveline. And in the coming years, probably in the next, before 2030, we can reach 100% of the solutions. But as actually DAF said, it's not the problem, the trucks are there. I would like to mention maybe one example. If we go to Norway or Denmark, today regional distribution and the urban sector already have 50% market share. The operation are done by electric trucks. So the truck is not the problem itself.
But we see as well that electrification is not picking up at the same pace in all the countries. And that's mainly driven by the fact that the charging infrastructure are not there, the public as well, the depot charging infrastructure, and as well, we see that regulation are not really supporting decarbonization. I would like just to mention an example. In one country, it took for Milence, our joint venture with other brands, to support the public charging infrastructure. It took just 2 years to get the authorization to build a charging station. And then when you build a charging station, you have the next problem, that the capacity in the grid is not there. So that's the reason why Scania believes that electrification will be the future, but we need to have a wide range of solutions that can decarbonize the transport industry here and now. Est-ce que le moteur thermique peut être une passerelle entre les différentes énergies, par exemple entre le thermique, donc les biocarburants, l'électrique ou encore l'hydrogène, on en parlait? Yeah, of course. I mean, we discussed quite a lot about hydrogen, about electric, but today there is a way to decarbonize the industry using biofuel, biodiesel or biogas, or even hybrid solution. So definitely the technology we have today that is really mature can help the decarbonization of the transport industry here and now. And as a global company, of course, we know that Europe has taken a strong path in this direction, but there are other continents that will need the combustion engine for the next probably 20, 30 years. Mm-hmm. So definitely, I strongly believe that the diesel engine is a tool that we need to use to decarbonize the transport industry. I would like to mention another thing, because of course we are talking a lot about the new fleet that will come in the future in Europe. I mean, today, the average fleet age in Europe is extremely high. If we just take out all the Euro 4, Euro 3, Euro 5, and we introduce Euro 6 with biofuel, immediately we can improve a lot the emission level in Europe. But we need to get the support from the politician from this point of view. Alors on le voit, c'est pas un secret avec les nouvelles énergies, alors peut-être plus en particulier depuis l'électrique. Le camion est repensé sur sa chaîne cinématique, mais également sur le poids et les dimensions. On en parlait tout à l'heure, enfin il y a un instant avec Harald Seidel. Est-ce que la nouvelle directive sur les poids et dimensions est très importante pour l'industrie du poids lourd? Yeah, it is extremely important because we know that if we compare an electric truck and a diesel truck, with the same range, there is, of course, a huge problem. That is the weight. So, of course, this weight is transferred in payload, and payload is transferred in total cost of ownership. So if we would like this transition to be faster, it is important that the regulator is supporting with new rules the weight and the dimension to really be sure that from the customer point of view, the total cost of operation is on the same level, is on parity. Without this, will be extremely difficult. Alors, il y a également les normes qui vont très vite. La norme Euro 7 qui arrive. D'ailleurs, Bruxelles a voté en un temps très, très, très rapide l'Euro 7 pour une application bientôt, qui va comprendre non pas seulement le camion, mais également les équipements, notamment les pneus. D'ailleurs un équipement que vous ne maîtrisez pas dès la base de la conception du véhicule. Est-ce que justement ça va être un nouveau challenge encore, une fois de plus pour les constructeurs avec cette Euro 7 qui arrive en un temps record, donc de revoir un petit peu aussi les camions? Pas totalement. Yeah. Mais, first of all, it's difficult to answer because the details are not really clear yet. There is a work ongoing. But of course, it's, in any case, a huge challenge because we are investing. We discussed about hydrogen before. We need to develop the new technology. Electrification, we are in an early stage. So this is another investment, huge investment for all the manufacturers that are coming on top. So we support, of course, the new legislation because it will reduce even more the emission. But in the same time, maybe I connect to what I said before. The politicians need as well to be
aware that there are other ways to reduce the emission level. If we compare Euro 7, even if it's not really clear where we will land in terms of emission, to a Euro 3 that is still running in Europe, there is a huge difference. So maybe it was a little bit smarter to push out these old vehicles instead pushing the manufacturer to go to a new emission level, Euro 7, because the emissions are exponential, right? So the big difference is on the bottom side. Alors on parlait tout à l'heure de partenariat. Scania fait partie, donc on le sait, du groupe Traton. Le partage de savoir-faire également a déjà commencé entre différents constructeurs du groupe. Elle permet d'accélérer justement le développement et notamment de réduire les coûts de développement, de recherche sur, par exemple, l'Euro 7, sur la future motorisation. Yeah, we are part of group Traton. And for us, it's extremely important because this will give us the possibility to have synergies and put new product in the market faster. I can just give you an example. We acquire International, that is a brand in the States. They got 8 months ago the new engine S13 based on the Scania modular system, and the development was just months, not years, as in a normal development pace. So we mentioned all the technology that today a truck manufacturer need to develop. If we gather all the muscle that all this brand has in terms of R&D, we can really develop faster all the technology and not take a decision today where we really don't know where in 2030, 35 the industry will be. So in that case, we can cover more investment with the same, of course, muscle. Stéphane, donc, Espinas, président de Iveco France. Est-ce que la position sur le moteur thermique est différente entre Scania, donc Europe du Nord, et l'Europe du Sud avec Iveco? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc sur ce moteur thermique, ce qui est intéressant, c'est tout d'abord revenir à la base. Est-ce qu'on est tous dans la même direction pour décarboner? La réponse est clairement oui. Est-ce qu'on a des contraintes pour décarboner? La réponse est clairement oui. Est-ce que c'est acté dans nos métiers la fin du moteur thermique au niveau réglementaire? Là, la réponse est non. En réalité, si on regarde les textes actuels, on est sur une baisse avec des paliers 2030, 2035, 2040, mais même dans la réglementation actuelle, en réalité, il n'y a pas cet impératif-là par rapport aux véhicules particuliers. Donc, ce que nous allons regarder chez Iveco, en fait, c'est d'autres paramètres. C'est comment faire baisser le CO2. Et là, on élargit un petit peu le spectre, et c'est les questions que se pose tout le monde ici dans la salle. Comment faire baisser ce CO2? Et nous, on repart de la base, il n'y a pas de transport bas carbone sans énergie bas carbone. Et on revient à tout ce qui a été dit précédemment. Est-ce qu'il reste aujourd'hui des énergies bas carbone qui pourraient permettre de faire tourner des moteurs à combustion interne avec une baisse drastique du CO2? La réponse est oui. Il y en a avec certains où on progresse légèrement par rapport à du diesel fossile, parce qu'il y a d'autres impacts, par exemple, on peut penser au baissant, mais plutôt à titre transitoire. Sur la partie HVO, XTL et d'autres carburants similaires qui sont plus vertueux et sur le long terme, peut-être ils pourraient nous aider dans ce cadre-là, effectivement, à conserver des moteurs à combustion avec cet objectif de CO2 respecté. Après, il y a le biogaz, en particulier lorsqu'il est fabriqué à partir d'effluents, il est très vertueux. Évidemment, il y a l'électricité, mais là aussi, il faut être honnête, aujourd'hui, il y a encore quelques pays européens où mettre à la route des véhicules électriques, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas si j'cite, mais par exemple en Pologne ou en Estonie, c'est contre-productif. Ensuite, on a eu pas mal d'échanges au début ici sur l'hydrogène. On l'a vu, il y a un moment de transition, et à un moment donné, il y aura effectivement un hydrogène vert, vertueux, sur le long terme, et probablement un niveau économique acceptable. Donc en fait, aujourd'hui, la question c'est plus la manière dont on va réduire, pour nous, et la partie réglementaire et la demande de nos clients. Sans exclure le moteur thermique. Sans exclure le moteur thermique totalement, mais on revient encore une fois à la question de la baisse du CO2, cet objectif que nous partageons tous avec force. Et dont l'électrique, on peut en parler un petit peu également, qui permet d'atteindre le... On en parle beaucoup quand même, c'était, je m'en souviens, il y a encore 2 ans, c'était les constructeurs camions, tous pratiquement, c'était allons-y directement
fonçons vers l'électrique. Alors la réalité, c'est qu'on n'a pas le choix. Ça a un peu changé. Pas du tout, pas du tout. Pour autant, on n'a pas le choix. On est tous enclins à faire de l'électrique pour plusieurs raisons. Parce que ça respecte l'objectif qu'on s'est tous fixé, y compris nous, chacun des constructeurs, on a des objectifs de réduction de CO2 pour nous, parce qu'on est tous engagés collectivement pour le climat, etc. Donc on a tous cet objectif. Et dans ce cadre-là, on va tous vers l'électrique. Il se trouve que l'électrique, il va nous permettre aussi de répondre à certaines réglementations très court terme qui imposent aux constructeurs d'être vertueux. C'est-à-dire, si par mégarde on ne le choisissait pas d'être vertueux, la réglementation nous impose d'avoir une réduction drastique du CO2 rapidement, dès 2025. Et dans le cadre de la réglementation Vecto, le plus efficace pour réduire les CO2 à court terme, et c'est ce qui est imposé aux constructeurs, c'est d'avoir des véhicules électriques. Donc l'électrique, on y est tous engagés au départ, et il y a une réglementation spécifique sur les constructeurs, via Vecto, qui nous oblige clairement à avoir un panel électrique efficace et massif d'ici les prochains mois. Et Iveco le fait seul maintenant, c'était avec Nicolas avant, mais là du coup vous le faites en marque propre. Absolument. Donc sur la partie véhicule industriel au sens large, effectivement, Iveco sur le transport de marchandises avait démarré cette aventure avec un partenariat avec Nicolas. On l'a continué en Allemagne, on a repris tous les actifs, R&D, l'usine, etc. en propre. Et il se trouve que sur la partie transport de voyageurs, un véhicule lourd, mais avec des mains dynamiques, et sur la partie urbaine, on est déjà à plus de 40% du marché qui a basculé, et c'est le cas aussi dans nos propres productions. Donc sur toute la partie véhicule industriel, chez Iveco, l'électrique est déjà une réalité. FPT, notre partenaire sur les drivelines, a annoncé d'ailleurs à Hanovre, un salon qui s'est tenu il y a à peu près 3 semaines, d'avoir déjà commercialisé un peu plus de 5000 drivelines électriques avec soit les batteries, soit les essieux électriques, etc. En particulier chez Iveco Bus, mais pas que, avec d'autres partenariats aussi. Et un mot sur l'hydrogène, vous partez sur les 2 solutions, hein, c'est ça hein? Alors aujourd'hui, on avait aussi démarré tout un process sur la partie pile à combustible, mais de manière pragmatique, au vu de la situation. On a fait comme beaucoup de constructeurs, vous l'avez entendu ici, on s'est posé pas mal de questions, et avec FPT, toujours dans le groupe, notre motoriste et sur les drivelines, on a développé un Cursor 13, donc une gamme 13 litres, un moteur à combustion interne, et les premiers essais routiers seront en début d'année prochaine. Et la partie FPT aussi a annoncé un moteur 9 litres. Donc de notre côté, on aurait 2 gammes, un 13 litres, un 9 litres, en test, parce que nous aussi, on pense que ça va prendre un tout petit peu de temps, le temps de se déployer. Et les partenariats restent importants, on l'a vu avec Nicolas, Hyundai, donc vous en parliez, et puis également Ford Trucks pour les cabines, je crois. Exactement. C'est toujours d'actualité ? Encore plus d'actualité, pourquoi? Parce qu'en fait, avec ce mix énergétique qui se décline par mission, ça a été expliqué tout au long de cet après-midi, les différentes missions, que ce soit l'urbain, que ce soit le très long, Man parlait d'Uppsala, effectivement, c'est pas la même chose d'aller livrer un colis en centre-ville à Lyon et de monter à Uppsala, et du coup, il va falloir s'adapter aux missions, au territoire, en fonction des énergies, mais aussi en fonction de l'infrastructure, on l'a vu, en fonction des taxations qui vont évoluer, en fonction des différentes réglementations, puisque je vous ai parlé de Vecto, mais qui impactent les constructeurs. Mais la réalité, c'est que les énergéticiens, ils ont un autre système de taxation. Les transporteurs, ils ont un autre système de taxation pour atteindre les objectifs CO2. Et du coup, avec tout cet encours d'évolution, que l'on ne maîtrise pas tous, il faut garder ce mix énergétique qui peut être impacté par des missions, qui peut être impacté par des territoires. J'ai parlé des différents pays et de certaines énergies plus vertueuses dans un pays que dans un autre. À la fin, oui, on imagine qu'on a besoin de ce mix énergétique et donc d'investir massivement dans toutes ces possibilités. Et c'est là où les partenariats vont nous aider, un peu comme signalé par Hyundai, puisque nous sommes partenaires sur la partie pile à combustible, entre autres. On lance un véhicule électrique aussi la semaine prochaine au Salon de l'Auto ensemble. Ces partenariats vont nous permettre d'essayer d'être présents, actifs. C'est un petit peu valable pour beaucoup de constructeurs aujourd'hui, comme vous l'avez vu, et de rester vigilants
Parce que vous avez entendu personne cet après-midi dire le mix énergétique, ce sera ça en pourcentage en 2030, 2035, 2040 et 2050. C'est impossible à prédire, on en est tous conscients. La seule chose, c'est l'électrique, c'est fait, et le reste à faire, et il y aura probablement du moteur thermique. Messieurs, je vous remercie. Une dernière question à Stéphano, qui nous a fait le plaisir de venir. Stéphano, je sais, bon, vous avez l'expérience, je parlais d'Europe du Sud et d'Europe du Nord. Est-ce que vous pensez que c'est une question de culture, de pays, la position de chaque marque, ou en fait vous vous retrouvez tous à peu près sur la même ligne concernant le moteur thermique et le mix énergétique, toutes les constructeurs à travers les pays, que ce soit en Italie ou également en Suède? From the manufacturer point of view, I see that we are quite well aligned. So I don't see a huge difference. Where I see that there is a difference, it's between countries and countries. From the decarbonization point of view, I think that the Nordic countries are a little bit more advanced. And this is coming not only from the culture, but is coming, we were discussing before during the lunch about the pull or push. My opinion is that in the Nordic country, there is a pull. So there is a request from the end user. And user, I'm not talking about the buyer of the transport operation, but the customer that buy the goods. So there is a higher sensibility to buy product with zero carbon footprint. And this is coming, of course, from this pool. The transport company are incentivized and can charge a premium on the zero emission carbon transport. So I think it's coming a little bit from this cultural issue that Sweden, Norway, Denmark and Finland are a little bit in front on the decarbonization journey. And then of course incentives help always. Stéphane, juste un mot, parce que vous connaissez également tout ce qui est bus et autobus. La question véhicule également, on est à peu près dans la même position sur le mix énergétique? Alors, je considère, moi, que la transport de voyageurs a à peu près 5 à 10 ans d'avance, pour différentes raisons. C'est parce que c'est souvent des décisions éminemment politiques, sur des politiques publiques, locales. Et du coup, il y a en particulier sur les applications urbaines, une avance en électrique, dont j'ai parlé. Mais les problèmes se posaient de la même manière, et se posent encore de la même manière sur les longues distances. Mais oui, aujourd'hui, le mix énergétique qui a fait ses preuves pour la transition en transport de voyageurs, devrait aider à réfléchir pour le transport de marchandises. Donc la question, le moteur thermique n'est pas mort? Même chose, puisque c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est écrit oui, oui ou non? Non, le moteur thermique n'est pas mort. Et Stéphano? Non. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. Merci beaucoup en tout cas. Vous pouvez rejoindre la salle. Et merci. Et nous allons passer à la dernière partie de cette table ronde sur du coup l'avenir du moteur thermique, puisqu'il ne va pas mourir. Alors, en tout cas pour la mobilité lourde. Et je vais inviter donc ici sur scène Louis Dupaquier, directeur général de Voltix, toute nouvelle filiale, on va vous en parler dans un instant, donc du groupe Vinci Autoroute. Jean-Charles Colas, vice-président de la métropole de Lyon. Je crois que Jean-Charles est arrivé. Et Richard Lecoupeau, donc président de 2C Consulting. Voilà, je vois Jean-Charles. Voilà, tout le monde arrive. Donc nous allons aborder, bien sûr, avec Jean-Charles Colas dans l'instant, l'approche justement de ce mix énergétique dans une métropole comme Lyon, puisque nous sommes à Lyon. Lyon aujourd'hui capitale européenne du véhicule industriel, avec tous ceux qui sont venus présents ici d'Europe. Voilà. Et donc, on en parlera dans un instant, Jean-Charles. Et puis, on va voir avec Louis Dupaquier également, et puis ensuite Richard, donc l'aspect également, entre autres, infrastructure. Alors, Louis Dupaquier, je parlais donc d'actualité. Je dis bien, vous êtes directeur général de Voltix. Alors, c'est une nouvelle filiale, donc c'est tout nouveau, on peut en parler aujourd'hui, du groupe Vinci. C'est une première pour Vinci, puisque c'est l'une des filiales qui est maintenant dédiée à 100% dans les stations de recharge pour poids lourds électriques. Il y en avait pour l'automobile. Cela veut dire que Vinci va créer ses propres stations de recharge pour poids lourds électriques? Alors oui, tout à fait, effectivement. Alors c'est nouveau parce que le poids lourd électrique, c'est nouveau.
On est évidemment sur un marché qui est tout neuf. Le groupe Vinci est évidemment très présent dans le reste des activités de mobilité décarbonée, on va dire, l'électrique pour les voitures, mais aussi l'hydrogène. La nouveauté, c'est effectivement que nous avons lancé cette société avec cette marque qui va déployer des stations de recharge publiques pour les poids lourds électriques. On l'a beaucoup entendu dans les tables rondes précédentes que les poids lourds sont prêts, les constructeurs sont prêts, les poids lourds électriques sont prêts. Ce qui manque, c'est l'infrastructure. Voilà, nous, on apporte une partie de la solution avec cette nouvelle société. Ce sera la recharge publique le long des principaux axes routiers et aux abords des zones logistiques. Ça ne résout pas tout, hein. On n'est qu'un maillon de la chaîne. Il faudra également qu'il y ait de la recharge privée dans les dépôts, qui est un autre enjeu également. Mais voilà, nous, on s'attaque au problème de la recharge publique pour les poids lourds électriques qui n'ont pas la même autonomie que les poids lourds diesel, évidemment, et qui auront besoin de stations de recharge pour se recharger le long de leurs itinéraires. Alors je disais tout à l'heure, c'est pas facile, il manque de visibilité notamment pour l'électrique et encore plus pour l'hydrogène, même s'il y a des réalités, hein, l'arrivée des camions électriques qui sont commercialisés, l'hydrogène, donc ça va être dans quelques mois, enfin d'ici 1 an, 2 ans. Est-ce que justement le groupe Vinci, via la filiale éventuellement, le groupe Vinci arrive à se positionner sur le mix énergétique, je parle pour la mobilité lourde, ou vous êtes uniquement sur telle ou telle énergie? Alors non, nous, on est par définition, on est neutre technologiquement, c'est comme ça qu'on le dit. Le groupe Vinci, je crois que c'est l'un des premiers groupes du CAC 40 à avoir fait voter ses actionnaires sur son plan de décarbonation, y compris sur les émissions de nos propres clients. On s'est engagé à ce que d'ici 2030, on ait réduit de 20% les émissions des clients, par exemple des gens qui roulent sur les autoroutes du groupe Vinci en France. Les camions, les voitures. Donc voilà, nous, on est technologiquement neutre. Ce qui nous intéresse, c'est de regarder les solutions qui sont les plus performantes et pertinentes pour décarboner. Et sur le poids lourd, alors il y a effectivement un mix énergétique, mais nous, ce qu'on a constaté depuis ces 2 dernières années, c'est qu'il y a quand même eu un mouvement vers l'électrique, qui évidemment est poussé par les normes européennes, mais aussi par des aspects assez pragmatiques de quels sont les éléments en termes de TCO qui pourraient être les plus intéressants à l'horizon 2030 et qu'est-ce qui réduit le plus les émissions de CO2. Donc voilà, c'est aussi pour ça que l'électrique est un défi assez colossal parce qu'il y a un volet d'infrastructure qui est très important et c'est là où le groupe Vinci a un rôle à jouer pour justement développer des réseaux. C'est vraiment les métiers que l'on sait faire sous format de concession, de développer des réseaux électriques, des réseaux de stations de recharge. C'est vraiment dans l'ADN de notre groupe. Alors les autoroutes sont des axes routiers auxquels on ajoute donc des aires de service, aujourd'hui avec des stations essence gasoil, je parle bien pour les camions, demain avec des stations électriques et hydrogène, vous en parliez. C'est aussi une refonte du foncier pour un groupe comme Vinci? Alors oui, effectivement, c'est la mobilité électrique, que ce soit pour les voitures ou pour les camions, c'est vraiment un bouleversement de ce à quoi ressemble une aire de service aujourd'hui. Puisque finalement, ce n'est pas une station diesel avec des places de stationnement, c'est des stations d'avitaillement directement sur les places de stationnement. C'est un peu ça le concept. Ça veut dire qu'il va falloir quand même réorganiser, réaménager complètement les aires. C'est vrai pour la partie de mobilité électrique des voitures, mais c'est encore plus vrai pour la partie camion. S'il faut déployer des réseaux de stations de recharge sur les parkings poids lourds existants, ça nécessite des travaux assez considérables et des réaménagements très importants. Et c'est un des gros enjeux des années à venir sur les autoroutes concédées à Vinci, mais aussi à d'autres groupes. Parlons concret, c'est quoi? Vous prenez les parkings poids lourds, vous rajoutez des bornes électriques, c'est pas si facile que ça. Alors non, c'est pas si facile que ça. On peut voir d'ailleurs, c'est un... Oui, alors le visuel qui est derrière moi, bon, c'est un visuel 3D, mais il permet d'illustrer un peu ce que proposera Voltix. Donc c'est des stations qui sont des stations traversantes sur lesquelles on n'a pas de problème de manœuvre. On ne va pas faire garer des poids lourds en marche arrière à proximité d'objets comme des bornes de recharge. Donc il y a cette logique de place traversante avec des auvents photovoltaïques. Ça, c'est un concept qu'on peut déployer un peu partout. Évidemment, quand on parle de parking existant sur les aires d'autoroute, par exemple, ça veut dire des gros réaménagements parce que, comme vous le savez, la plupart des parkings ne sont pas traversants, ils sont plutôt des places en épi. Donc ça veut dire des gros réaménagements pour les autoroutiers et pour les parkings en question. On avait fait une étude qui a été publiée il y a quelques temps et qu'on avait présentée d'ailleurs à Solutrans l'année dernière avec Enedis, Total, Énergie et les principaux constructeurs de poids lourds qui, je crois, sont tous ici, qui avaient justement pointé cet enjeu du foncier comme très important, réaménager des parkings existants, mais il va aussi falloir construire des nouveaux parkings poids lourds dédiés à l'électrique, un peu comme ceux qu'on voit sur ce visuel. Alors vous savez, le camion est complexe, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un camion frigo, donc il y aura également des prises pour donc, le camion lui-même, mais également pour les groupes frigo.
Alors, il y a aujourd'hui des concepts de brancher le frigo sur une borne, même si le tracteur est diesel. Dans quelques stations. Dans peu de stations. L'idée, c'est plutôt sur cette partie-là de se dire qu'on peut imaginer un système où le camion électrique et la recharge du camion électrique pourraient alimenter la remorque frigo. Voilà, c'est un des points qui peut être intéressant sur l'électrique, c'est que si on arrive à connecter la remorque frigo au camion électrique, on peut peut-être complètement se passer de diesel. Alors Bruxelles, on en parlait tout à l'heure avec la Commission européenne, Bruxelles s'intéresse aux infrastructures via notamment l'AFIR, vous en parliez. Elle va donc progressivement imposer un minimum aux États membres de stations de recharge donc, sur les grands axes, donc pour les recharges électriques, 15% des axes je crois aux États membres d'ici 2025. Je suppose que vous tenez compte, on parlera tout à l'heure du schéma français, vous devez en tenir compte je pense de cette réglementation AFIR. Alors, elle s'applique aux États membres, donc elle ne s'applique pas au groupe Vinci. Mais évidemment, c'est une trajectoire qui est très importante parce que c'est un constat assez simple. C'est que si on veut qu'il y ait des poids lourds électriques, il faut qu'il y ait des stations de recharge le long des principaux axes routiers. Donc, on peut dire d'une certaine façon que des entreprises comme Voltix vont aider les États membres à répondre à cette obligation. Après, il faut être aussi assez transparent. En 2025, compte tenu de l'état actuel des réseaux en Europe, ça paraît très très compliqué d'imaginer qu'il y ait 15% du réseau principal qui soit équipé des stations comme le réclame AFIR à fin 2025. Mais c'est pas grave, il faut au moins pas louper les objectifs de 2027 et de 2030 qui sont encore plus ambitieux. L'important c'est de maintenant démarrer ces grands déploiements sur les axes. Alors, parallèlement justement au règlement AFIR de Bruxelles, la France prépare, comme d'autres États membres, donc, un schéma directeur depuis déjà quelques mois pour tenter justement d'installer ce qu'on appelle un véritable réseau de stations poids lourds électriques. On peut prévoir, même si rien n'est encore vraiment décidé au final, un déploiement donc, de stations de recharge sur les réseaux d'autoroutes, avec un minimum imposé ou non. Mais... Alors, en fait, c'est effectivement intéressant parce que c'était une vraie demande qu'on avait. Oui, c'était une vraie demande que nous portons vis-à-vis de l'État. C'est pas simplement de dire on va lancer des appels d'offres comme ça pour voir s'il y a des gens qui répondent pour installer des réseaux. On est dans une démarche, d'ailleurs, qu'on a partagée avec Enedis et Total Energy et les constructeurs de poids lourds dans l'étude qu'on a faite, qui est une logique d'aménagement, c'est-à-dire qu'il faut créer une espèce de politique de l'offre et de faire un grand aménagement avec des investissements planifiés dans les réseaux électriques et dans les stations de recharge, pour les voitures comme pour les poids lourds d'ailleurs, parce qu'il y a des mutualisations importantes au niveau du réseau électrique. Et ça nous paraît beaucoup plus intéressant de le faire de façon planifiée. Et c'est vraiment le rôle de l'État. C'est pour ça que c'est intéressant que l'État ait pris à bras-le-corps ce sujet. Les entreprises privées peuvent aider l'État dans sa planification et l'aménagement du territoire. Mais l'État a vraiment un rôle à jouer pour lancer ces grands investissements et ces plans de décarbonation, notamment sur les autoroutes dont l'État est propriétaire. Nous n'en sommes que l'humble exploitant. Jean-Charles Collas, bonjour, merci. Bonjour. Je vois que vous commencez à être habitué aux conférences Solutrans. Et également... Oui, à chaque fois que vous m'invitez, je viens et j'avoue, je vous prie de m'excuser de pas être resté beaucoup de temps aujourd'hui avec vous, mais en même temps se déroulent de l'autre côté de Lyon les Journées nationales France urbaine, et avec des sujets qui m'importent beaucoup aussi. J'ai quitté le ministre des Transports pour venir avec vous une petite heure, mais je retourne là-bas tout de suite après. C'est une bonne action, merci. Alors, les rencontres de la filière du véhicule industriel donc, se déroulent à Lyon pour la 3e fois. Et comme à Solutrans, on souhaitait également avoir un petit peu la position de connaître la politique en matière de mobilité lourde, donc utilitaire et poids lourd, d'une métropole comme Lyon. Nous disions tout à l'heure, contrairement à l'automobile, Bruxelles n'interdit pas dans les textes le moteur thermique à court et longue échéance pour les poids lourds à l'horizon 2035. Vous me voyez venir. Quelle est la position de la métropole de Lyon ? Elle souhaite bannir purement et simplement le camion gasoil avec moteur thermique ou pas ? Avec ou sans texte ? Alors, comme vous le dites, en fait, la question n'est pas faut-il sauver le moteur thermique ou faut-il tuer le moteur thermique. La question, ça a été dit par plusieurs intervenants avant, c'est comment on va vers la décarbonation qui nous oblige tous. Et la réponse n'est pas la même, suivant si on est dans la métropole de Lyon, si on fait de la longue distance ou si on est dans des territoires extrêmement éloignés ou ruraux. La première réponse, c'est comment est-ce qu'on réduit les distances que font les marchandises. C'est un enjeu essentiel. C'est le grand plan de relocalisation, de réindustrialisation de l'État français, qui pour certains peuvent paraître peut-être un peu comme l'hydrogène, d'ailleurs un rêve à moyen terme, voire long terme, mais qui est un véritable enjeu. Comment est-ce qu'on arrête de transporter des marchandises sur des milliers de kilomètres et comment est-ce qu'on peut arriver à les produire plus près. Ensuite, il y a la question du report modal aussi. Sur des très longues distances, d'autres pays européens, moins la France, on fait quand même du report modal sur le ferroviaire en particulier, mais aussi sur le fluvial, un enjeu important qui peut être intéressant. Et puis, après, il y a la route qui reste un élément important.
Et là, qui restera toujours un élément important. Et là, on parle de deux types de transport. Le dernier kilomètre, c'est-à-dire en fait des distances inférieures à 500 km, qui sera toujours nécessaire dans le cadre du report modal, puisque le train ou le fleuve n'arrive pas chez chacun, bien évidemment, et où là, on a des solutions électriques, ça a été dit par nos prédécesseurs, et c'est vrai que l'électrique est la bonne solution à court terme, et avec un progrès qui est quand même très intéressant. Mais il y a un mix énergétique à trouver, bien évidemment. Alors, je ne parle pas de biocarburants, personnellement, je parle d'agrocarburants, parce que suivant comment sont produits ces carburants, ce n'est pas du tout biologique, ça peut être même très carboné. Hein. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le bilan complet. Ce n'est pas seulement le bilan à l'échappement. Ce n'est pas interdire le camion en soi, c'est d'avoir le bilan global avec des camions propres. Notamment. En particulier, je suis un farouche défenseur, alors pour le transport de voyageurs, mais aussi pour le transport de marchandises, du GNV. À partir du moment où c'est bien sûr du bio-GNV, vous avez peut-être entendu dire que la métropole de Lyon mettait en place un méthaniseur sur station d'épuration, donc extrêmement vertueux, qui va produire la capacité de 250 véhicules lourds en bio-GNV dans quelques années. Pour moi, c'est une des solutions extrêmement intéressantes. On a aujourd'hui, on parlait de stations, la métropole a un enjeu à accompagner les infrastructures de recharge. On a, je crois, aujourd'hui 5 stations GNV sur la métropole de Lyon. On a lancé un appel à projet pour en construire une 6e à Dardilly, qui est une station multi-énergie, donc GNV et électrique. Et on en a un projet d'une 7e. La métropole accompagne tout ça. Par rapport à la réglementation, nous, un autre enjeu, en plus de la décarbonation, qui est la diminution de la pollution. Ça, c'est un enjeu de santé publique. Et malheureusement, toutes les études nous montrent qu'à Paris ou à Lyon, on a un niveau de pollution, et en particulier de dioxyde d'azote, qui est produit à 95% par les moteurs diesel, qui reste trop élevé et qui restera trop élevé, quoi qu'on fasse, si on n'interdit pas le diesel dans le cœur de la métropole. Mais justement, par rapport à ce que vous dites, est-ce qu'au lieu d'interdire, de taxer, ça ne serait pas mieux de donner des outils, notamment à la profession et au secteur du transport routier, bien sûr utilisateur, et aux industriels, notamment constructeurs de poids lourds, pour développer des camions qui sont propres aujourd'hui? On en parle déjà depuis 2 heures. Mais je pense que ça va extrêmement ensemble. On l'a vu d'ailleurs. L'État a voté la loi sur les zones à faible émission en 2019, qui a été complétée par 2020. Beaucoup d'entreprises se sont lancées dans la décarbonation et dans des camions propres. Il y a eu des progrès énormes. Puis le gouvernement, je ne sais plus lequel, il y a 2 ans, a reculé sur les ZFE. Et là, on a vu immédiatement une baisse de toute l'innovation, de tout le travail qui avait été fait. On en parle beaucoup. Excusez-moi, je fais un petit peu de loco-localisme, mais avec Renault Trucks, voilà, qui a une politique, et je partage entièrement ce qui a été dit tout à l'heure par son représentant. Il y a eu des entreprises ont dit, puisqu'il n'y a plus d'enjeu sur la pollution, le gouvernement recule, c'est pas la peine qu'on se presse, c'est pas la peine qu'on casse les outils qu'on connaît et qu'on utilise. Donc, il y a la nécessité de fixer un cap, de dire aux gens, à telle année ce sera interdit, ou à telle année il faut réduire de temps, etc., pour qu'on commence à avoir une vision. Tous les autres pays l'ont fait. Les ZFE sont en place depuis 15 ans dans la plupart des pays d'Europe. Nous, on commence juste maintenant. Et donc c'est beaucoup plus dur pour nous. Mais si on avait fixé un cap en disant à telle époque, il faudra qu'on ait réduit de temps, et puis à telle époque de temps, voire à 0, peut-être qu'on y serait et on irait en route et il n'y aurait pas de problème pour y arriver. Mais est-ce que la France n'est pas un peu en retard? On était tout à l'heure avec Stéphane Fedel de Scania, qui est donc à Göteborg, que j'ai pu visiter plusieurs fois. Depuis des années, ils n'interdisent pas le camion, mais ils autorisent le camion propre, donc que ce soit électrique maintenant, gaz. Pourquoi Lyon ne le fait pas? Mais nous, on n'a pas du tout l'intention d'interdire le camion. On interdira le diesel comme prévu normalement au 1er janvier 2028 pour des raisons de santé publique et de niveau de dioxyde d'azote. En revanche, on a aujourd'hui, et alors je vous donne plein d'exemples, la flotte de VUL et de petits poids lourds est essentiellement électrique sur Lyon et la métropole. Ce matin, j'étais avec des élus de toute la France au Port-Édouard Herriot, à l'hôtel logistique urbaine qu'on a construit et qu'on pilote, DB Schenker à des 19 tonnes électriques qui diffusent dans toute la métropole. On commence déjà aujourd'hui en 2024 à avoir une logistique du dernier kilomètre, c'est-à-dire à l'intérieur de la métropole, qui est essentiellement électrique. Déjà. Peut-être que demain, elle sera complétée par de l'hydrogène. Je pense plutôt sur le fluvial, parce que là, il n'y a pas de solution électrique vraiment pratique, mais on a aujourd'hui déjà des alternatives où une grande partie de la logistique se fait sur la métropole de Lyon, camion propre. Ce n'est pas le camion qui est interdit. C'est le diesel qu'on réduit progressivement et qu'on interdira d'ici 4 ans. Donc le moteur thermique pour les poids lourds n'est pas mort?
Non, le moteur thermique polluant n'est pas mort, notamment grâce au GNV, qui, à mon avis, est une bonne solution quand c'est du bio-GNV. D'accord, merci en tout cas Jean-Charles d'avoir été disponible, et si vous retournez, bonjour à Monsieur le Ministre. En tout cas. Richard Lecoupeau, donc on va terminer avec vous avant l'homme de la filière et avant la pause. Richard Lecoupeau, donc vous connaissez le monde du poids lourd, hein. Vous avez été pendant des années comme ingénieur motoriste chez Volvo, on peut le citer. Vous avez notamment participé à mettre au point le moteur gaz, donc vous connaissez bien le secteur. Nous allons voir avec vous les différentes motorisations du marché, mais surtout les consommations qui en résultent. Voilà, moi, je préférais vous avoir en dernier, de voir un petit peu si on avait, imaginons, un monde merveilleux avec des poids lourds électriques, gaz, biocarburant, Jean-Charles, ce que ça pourrait donner donc, en production et en consommation. Alors je vais vous laisser donc la parole, on va commencer par la motorisation. Allez-y. Merci, bonjour à toutes et merci pour l'invitation. Effectivement, on va parler d'un peu de tout et se dire justement qu'il n'y en a pas une qui est magique. Il va falloir utiliser un peu le mix, malheureusement. Avant de commencer, je voulais juste qu'on repose un sujet qui est très important. Aujourd'hui, on n'a pas 1 million de solutions pour propulser les véhicules sur Terre et dans les airs, dans le cas présent, dans l'image que vous pouvez voir. On a les moteurs à combustion interne que vous connaissez tous. Il y a énormément de déclinaisons et de technologies différentes, mais ça reste des moteurs à combustion interne. On a les moteurs électriques, très employés dans l'industrie depuis très longtemps et depuis quelques années dans la mobilité, massivement en automobile, de plus en plus, on l'a vu cet après-midi, en mobilité lourde. Et puis on a, bon, je ne vais pas trop en parler, mais les turbines, vous connaissez tous sous les ailes des avions. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on n'a donc que 2 systèmes pour propulser des camions, des voitures et ce genre d'engins sur les routes. Celui de gauche, les moteurs à combustion interne, c'est 98 ou 99% de notre parc actuel. C'est plus de 95% des ventes. L'électrique, c'est epsilonesque pour l'instant. Donc se dire qu'on peut se passer du moteur thermique, ça semble quand même délicat dans un laps de temps relativement court. Voilà. Je pense que c'était important déjà de replacer ça. Et puis oui, il y a une petite flèche verte. On a créé des hybrides pour essayer d'aller tirer le meilleur parti du moteur à combustion interne et des moteurs électriques. Mais on n'a bien que 2 systèmes de propulsion. Passons maintenant donc au panel des carburants après la motorisation. Alors là, c'est beaucoup plus large. Autant on n'a que 2 systèmes propulsifs, autant on a un panel de carburants. Alors ça a été évoqué par plusieurs personnes aujourd'hui, qui est très très large. Alors le graphique peut paraître un peu barbare, mais en fait il est assez simple à lire. Sur le côté gauche, vous avez tout ce qui peut aller dans un moteur à combustion interne. Vous voyez que le panel est très large, il y en a énormément. Alors la cible à abattre, si je vais le dire comme ça, c'est le diesel, tout en haut à gauche. Et on pourrait aller chercher, et comme ça a été très bien dit par mon voisin juste avant, il ne faut pas empêcher le moteur à combustion interne, mais il faut aller chercher la tranche d'en bas. Alors, juste un autre point, plus vous êtes en haut du graphique, plus c'est des carburants fossiles, plus vous êtes en bas, plus ce sont des carburants renouvelables, et donc, logiquement, bas carbone. Puis complètement de l'autre côté, à droite du graphique, vous avez ce qui peut alimenter un moteur électrique. Alors, j'ai mis la batterie, c'est pas vraiment la batterie qui l'alimente, c'est l'électricité dedans, hein, on s'entend. Mais il n'y a qu'un seul système qui peut propulser un moteur électrique, c'est globalement les électrons qui sont contenus dans une batterie. Avec une petite spécificité, la batterie, je vous ai mis des flèches, parce que suivant ce que vous mettez comme électricité dedans, vous pouvez être très fossile, si vous faites votre électricité avec du charbon, ou très renouvelable, si vous le faites avec de l'éolien, du solaire, ou même pourquoi pas de l'hydraulique, ou même du nucléaire. Ça semble acceptable, au moins d'un point de vue empreinte carbone. Puis vous avez 2 carburants au milieu, là en bleu, qui sont un peu spécifiques, parce qu'eux, ils ont la capacité d'aller fonctionner à la fois dans des moteurs à combustion interne, et à la fois pour alimenter des systèmes, des drivelines électriques au travers de piles à combustible, qui sont l'hydrogène, l'hélium-éthanol et l'ammoniac. Donc ça, c'est le panel. Et donc si on se dit qu'on abandonne le moteur thermique, on abandonne un très grand nombre de sources de carburant. Et on va le voir après, contrairement au pétrole, où c'est assez simple, on extrait du sol plus ou moins vite suivant le besoin. Les autres carburants, on doit les produire et on ne peut pas en produire autant qu'on veut. Alors j'ai fait un petit focus, parce que ça a été dit à plusieurs fois tout à l'heure. On a beaucoup parlé de véhicules zéro émission, et donc si on prend le camion électrique, effectivement, qu'il tourne avec de l'électricité française, allemande ou polonaise, alors désolé, ça fait 2 fois qu'on tape sur les Polonais, mais c'est zéro émission, regardez à l'échappement. Donc quand on regarde réservoir à la roue, c'est merveilleux, c'est zéro. Sauf que le zéro, en fait, il n'existe pas, puisqu'on ne peut pas se permettre de regarder quelle échelle du véhicule, et ça a été très bien dit encore une fois par mon voisin. Il faut regarder en ACV global, donc du puits à la roue. Et là, quand on regarde, en France, c'est très performant, merci notre parc nucléaire, puisqu'on fait moins 89% de CO2 par rapport à l'utilisation d'une version diesel du véhicule.
En Allemagne, on fait plus que moins 18. Donc à moins 18, il faut commencer à se poser la question de est-ce que ça arrive à se rentabiliser sur la durée de vie du véhicule, puisque je vous rappelle que l'empreinte carbone de production d'une batterie est très élevée. Alors je peux vous dire le résultat, globalement en Allemagne, on finit à peu près à niveau zéro. On n'a rien gagné entre un diesel et un électrique en utilisant de l'électricité allemande. Et en Pologne, on fait carrément plus 48%. Donc il vaut mieux rester en diesel que de passer électrique, parce qu'on fera pire que mieux. Et la vision européenne de dire on met une énergie partout de la même manière, ça ne fonctionne pas, malheureusement. Alors ça, encore un graphique un peu barbare, je suis désolé. C'est le résultat de travaux préliminaires avec l'ADEME. Vous devez tous connaître les ACV carbone. Donc on regarde le cycle de vie d'un produit et on en déduit une empreinte carbone. Et bien ça, on va l'appeler comme ça, une ACV énergétique. C'est quelle est l'énergie que je dois introduire tout au long de la chaîne de vie d'un carburant pour l'obtenir et pouvoir l'utiliser dans un véhicule. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça nous permet de dire, si je veux sortir du diesel et aller vers par exemple, tout hydrogène, quelle est la quantité, dans le cas présent, d'électricité que je vais devoir disposer pour pouvoir passer à cette nouvelle énergie. Ou, si je veux aller vers du biométhane, par exemple, quelle est la quantité de biomasse que je vais devoir avoir pour réussir à couvrir mon besoin. Et on se rend compte, avec ce genre de graphique, que l'équation n'est pas du tout aussi simple, qu'on a des problèmes d'enjeux d'efficacité énergétique globaux. Je vous laisserai regarder le résultat des e-fuels. C'est pas pour autant qu'ils sont mauvais. Ça veut juste dire qu'il ne faut pas chercher à les diffuser partout. Il va falloir les utiliser au bon endroit. De toute façon, on n'a pas le choix, il va falloir jouer avec le mix. Et la dernière chose, c'est qu'on ne peut pas réfléchir la transition énergétique en silotant le projet, en regardant le véhicule, ou en regardant la production de l'énergie, ou en regardant l'approvisionnement biomasse, enfin ressources. Il faut regarder d'un point de vue systémique. Et ça, c'est très complexe. Et c'est ce qui rend le sujet si compliqué et si difficile à déceler pour tous les étages, transporteurs comme constructeurs, comme autorité publique. Tout le monde a le même problème. Alors, donc, je me suis amusé à faire quelques calculs. Alors, je suis désolé, j'ai pris l'empreinte française. Donc, en 2023, nos consommations énergétiques, c'est 35 milliards de litres de gasoil routier. Je ne parle que du routier. Je n'ai même pas pris pour les bateaux et tout ce qui va autour, les engins de TP. Ce qui fait à peu près 350 TWh de gasoil. On a consommé 380 TWh de gaz, donc ça c'est tous les usages au niveau national, et on a fait 445 TWh d'électricité. Pour information, ça c'est notre consommation, et le pic de production qu'on a réussi à faire historiquement en France, c'est 550 TWh. On n'a jamais produit plus que ça sur le territoire. Et donc si demain on se dit, on veut quitter le tout diesel et aller vers le tout électrique à batterie par exemple, il nous faudra 145 TWh d'électricité. Au vu des enjeux de production qu'on a aujourd'hui, ça nous fera augmenter 30% de notre production, c'est peut-être envisageable, mais on aura d'autres limitations qui vont arriver, les limitations de ressources et le fait que cette solution-là, elle pourrait marcher en France, mais pas partout. Si je veux aller sur du tout hydrogène, c'est 451 TWh d'électricité. Il faut plus que doubler notre production actuelle. Sauf à mettre des centrales nucléaires un peu partout, ça me paraît délicat. Bon, les e-fuels, je ne vois plus le chiffre, mais je crois que c'est 1300 ou quelque chose TWh. Il faut multiplier par presque 5 notre production actuelle. Par an en France. Et ça, c'est par an juste pour la France. Donc, tout ça pour vous dire qu'on peut faire tous les plans qu'on veut. Il y a un élément qu'on n'a jamais pris en compte jusqu'à aujourd'hui dans notre appro énergétique, c'est qu'on considérait que le pétrole était une ressource quasi limitée à l'instant T, on peut en soutirer comme on veut. Toute transition énergétique est bridée par la disponibilité des véhicules, certes, des stations, certes, mais de la ressource primaire. Et ça, c'est critique dans les réflexions. Aujourd'hui, elle n'est pas assez portée. Et pour terminer, juste un mot, Richard, sur l'Euro 7. On ne devait pas le faire, mais on va le faire comme c'est d'actualité. Ouais. Alors, juste un mot, Euro 7, est-ce qu'il y aura des moteurs thermiques finalement en Euro 7 ? Jean-Charles, il y a Euro 7 qui arrive aussi. C'est bien, ça va sécuriser. C'est oui, puisque de toute façon, le texte a été voté en avril dernier, donc c'était hier. L'application, elle est demain, c'est en mai 2029, donc 4 ans et demi. Avec tout ce que je viens de vous dire, il est évident que nous aurons des moteurs thermiques Euro 7, mais qu'il faut souhaiter qu'ils fonctionnent avec autre chose que du gasoil, donc il faut qu'ils soient compatibles avec d'autres énergies. Et le biogaz est aussi une bonne énergie, mais il faut continuer à pousser l'électrique et l'hydrogène. Il nous faudra de tout, malheureusement, sinon on va finir en bas de sèche. En tout cas, le débat est ouvert ou continue. On aura l'occasion d'en reparler à Solitrans, notamment du mix énergétique, bien entendu. Et Jean-Charles Colas, vous êtes de nouveau invité à Solitrans. Je viendrai. Voilà. En tout cas, merci à la Métropole de Lyon aussi. Et merci, messieurs, en tout cas. On peut vous applaudir. Merci à vous. Voilà. Alors, je vous propose... Merci, messieurs. À bientôt. Voilà, bientôt, merci.
Voilà, nous allons passer à l'homme de la filière. Et je vais demander au président Cholton de ne pas trop s'éloigner. Voilà. On va donc dans un instant passer donc, la cérémonie du trophée de l'homme de la filière. Et juste après, vous aurez une pause. Et je vous rappelle également, pause. Et puis ensuite, on passera donc au dernier débat, en tout cas sur les réglementations européennes. Où est Monsieur le Président? Voilà, je vous propose de l'accueillir. Patrick Cholton, président de Solutrans.